On va parler maintenant littérature avec les éditions Ker et son directeur, donc Xavier Van Warenberg. Bonjour. Bonjour Xavier. Et également présent sur notre plateau, Jean-Luc Cornette. Bonjour Jean-Luc. Et vous, vous êtes romancier et auteur de BD. Voilà. Alors les éditions Ker, on en parle aujourd'hui, mais ce n'est pas spécialement nouveau. Ça existe depuis 2009. Voilà, premier roman édité en 2009. Oui. Passionné de littérature au départ ? Au départ passionné de littérature, et c'est en ayant travaillé pour d'autres maisons d'édition que j'en suis arrivé à créer ma propre structure finalement. Ah voilà, tout simplement. Et j'ai travaillé dans plein de domaines annexes de la littérature. J'étais journaliste pendant quelques temps. J'ai beaucoup retravaillé les textes, mais pas dans le milieu des romans, donc dans une agence de communication. Et c'est tout ça en même temps qui finalement a fait que j'ai eu envie de créer ma propre maison. Vous, justement, vous parlez de... Vous avez beaucoup retravaillé les textes, ça fait partie un petit peu de la philosophie de la maison d'édition Ker. C'est le fond, vraiment le fond de ma démarche. J'entends parfois des gens qui publient des livres, mais qui ne les éditent pas. Donc qui publient les textes tels quels, mais qui ne les retravaillent pas avec l'auteur, qui ne prennent pas le temps d'approfondir, de vraiment s'immerger dans l'histoire, de retravailler mot par mot parfois certaines phrases. Et c'est une démarche qui, moi, me plaît beaucoup. Et les Anglais disent souvent qu'il y a les editors, donc ceux qui travaillent le texte, et les publishers, ceux qui font les livres. Oui. Et on ne fait pas cette nuance-là en Belgique. Tout le monde est éditeur. Or, c'est pas du tout pareil. Et pour moi, on devrait vraiment dire publieur et éditeur. Et ce sont deux métiers tout à fait respectables tous les deux, mais très très différents. Et moi, je me définis vraiment comme éditeur, et accessoirement, je publie. Ben voilà, c'est bien de nous éclairer à ce sujet, Xavier. Jean-Luc, ça n'a pas été trop difficile. Alors Jean-Luc, on peut peut-être quand même expliquer. Au départ, vous avez fait beaucoup de BD, oui. Pas que des BD d'ailleurs. Des BD, des livres pour enfants, mais des livres illustrés. Des livres illustrés. Donc c'est vrai que c'est mon premier roman. Alors premier roman dont on a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec Laurence de chez Antigone, qui nous en a dit plein de bien. Et donc ça c'est le premier roman que vous éditez donc chez Xavier. Ça n'a pas été trop difficile justement ce retravail de texte avec Xavier? Il n'a pas été trop dur? Oui et non. Enfin, ça a été un plaisir de le faire et je suis très content que ce travail ait eu lieu. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Bon, en bande dessinée, je connais plein d'éditeurs, j'ai travaillé avec beaucoup d'éditeurs et il y a aussi du retravail et tout ça. Mais moi, c'était la première fois que je rendais un texte purement écrit de cette taille-là. Et quand Xavier m'a dit « tu vas voir, moi je relis », donc sur le document Word, il met des annotations. Puis la première fois qu'il m'a envoyé la première relecture, il m'a dit « relis sans faire attention ». à ce que moi j'ai fait comme remarque. Et puis j'ouvre le document et il y a des annotations partout, à chaque ligne. C'est un peu perturbant, oui, non? Ça ne va pas aller. Et puis j'ai lu et ce qu'il fait est assez brillant, très juste. Un petit mot par-ci, un petit mot par-là, un synonyme, un mot en trop. Voilà, après c'est notre cuisine interne, mais, mais ça a très bien marché. Une première expérience et finalement intéressante. Ah oui, oui, et puis bon, après c'est un ping-pong. Oui. Il y a des choses où je ne suis pas d'accord, donc je refuse, mais j'explique pourquoi, et puis on se le renvoie 4-5 fois, et si pas plus. Et voilà, et puis à un moment, bon, on est contents tous les deux, et on dit stop, c'est bon, mais... non, c'est il a fait un très bon boulot. Voilà, et alors c'est à ce moment-là que sort donc le bébé. Voilà. Le pianiste, la sirène et le chevalier. Sur la couverture, on se dit tiens, on a un chevalier avec une grande épée, etc. Oui. Est-ce qu'on est dans un monde... D'abord, est-ce qu'on est dans un monde un petit peu fantastique? Non, on en a l'impression comme ça, parce que quand on lit, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est une sorte de conte, mais il n'y a pas de fantastique. Tout est assez réaliste finalement, mais on se retrouve en 1781, une nuit d'hiver, une nuit de décembre où il commence à neiger, à Rotterdam, donc il y a les canaux, il fait nuit. Il y a le personnage principal qui est ce pianiste, donc qui est un gamin qui a 11 ans et qui est un virtuose du piano, qui est allemand mais qui est à Rotterdam pour donner des concerts. Il rencontre la petite sirène, donc c'est une petite fille qui a une queue de sirène, mais c'est expliqué et il y a une raison.
C'est une queue qu'elle a brodée elle-même et qui n'est pas une vraie queue de poisson, mais bon, j'en dis pas plus. Et puis, ensemble, ils rencontrent ce chevalier qui est un chevalier, un cavalier même espagnol, qui revient du Pérou, où il a participé là-bas à des choses pas très reluisantes avec l'armée du roi d'Espagne. Et ces trois personnages vont se rencontrer. Ils ont tous les trois eu des vies un peu compliquées et ils vont se les raconter. Ils vont essayer de rejoindre la mer, enfin ce qu'ils vont arriver à faire, à travers les dunes, sous la neige. Donc voilà, c'est vrai que l'ambiance paraît un peu fantastique, mais c'est pas le cas. Mais d'abord, on s'en rend compte à la fin, mais j'en dis pas plus. C'est basé sur une anecdote qui est vraie à propos d'un des personnages. Et puis bon, moi, je me glisse entre les réalités historiques et j'ai inventé cette nuit. Le reste est vrai, mais cette nuit-là, ces trois personnages qui se rencontrent, cette nuit de décembre 1780, là, c'est mon invention. C'est de la fiction. Voilà. C'est surtout une belle histoire d'amitié assez inattendue, finalement, hein, entre le chevalier, la petite sirène et le pianiste. Je pense que c'est une histoire d'amitié. Et puis, il s'en dégage quelque chose qui est évidemment pas un message, parce que c'est vraiment tout ce que je déteste moi, en littérature, c'est d'apporter des messages, mais qui est cette impression qu'il faut faire attention à certaines choses, et puis la chose principale, c'est la liberté. Et c'est le chevalier qui lui-même a été militaire, qui a été obligé de commettre des crimes de guerre, explique aux enfants de ne pas se laisser avoir par la vie, ne pas se laisser prendre dans des choses qu'on ne maîtrise plus, et de conserver depuis qu'on est tout petit cette chose, ce trésor qu'est la liberté, et de faire très attention à ça. Donc finalement, on est dans une ambiance qui peut paraître un petit peu noire, entre guillemets, mais avec quelque chose de très positif. Oui, et puis dedans, il y a un des personnages qui est la petite sirène, qui a vraiment vécu des choses très dures. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire rire tout le temps. Elle rit constamment. D'ailleurs, ça agace le petit pianiste parce qu'elle a un rire assez aigu qui grince un peu. Mais elle aime la vie. Elle est optimiste et elle partage cet optimisme avec les autres. Xavier, en fait, ce livre, normalement, au départ, Jean-Luc, vous l'écriviez plutôt pour des enfants de 10-12 ans, 10-11-12 ans. Et puis, en fait, il s'avère que le vocabulaire est assez... Enfin, il y a un vocabulaire qui peut aussi s'adresser, finalement, à des enfants plus âgés. Vous avez eu des adolescents, en fait, de 13-14 ans qui vous ont dit mais pourquoi 10-12 ans, puisque nous, on a adoré, oui. On en a beaucoup parlé avec Jean-Luc au moment de travailler, parce que je pense que Jean-Luc ne me contredira pas. Vous vous étiez fixé un âge ou pas spécialement? Quand on écrit, non, on écrit comme ça, mais sans se dire... Moi, je ne me fixe rien, j'écris, et puis voilà. Après, il y a l'éditeur qui fait son travail. Mais c'est vrai que... à partir du moment où les deux personnages principaux, le pianiste et la sirène, ont 11 ans, évidemment, un petit garçon de 11 ans, une fille de 11 ans, qui vont plus s'identifier. Une identification plus facile, oui. Donc, pour moi, c'est bien pour des enfants de 11 ans. Mais j'écris vraiment pas en pensant à un âge, et pour moi, c'est tout aussi lisible par des adultes. Voilà. Par contre... sur des bouquins pour adultes, il n'y a jamais écrit pour 35 à 45 ans ou pour 45 à 55 ans. Et je pense, enfin ça c'est Xavier qui le dira. C'est fonction de chacun aussi. Mais je crois que c'est en fonction des libraires et des bibliothèques qui ont plus, eux, besoin de pouvoir catégoriser. Donc pourquoi les catégoriser? Vous n'êtes pas pour la catégorie, donc c'est tout. Voilà, c'est d'accord. Et moi, effectivement, ce sont des demandes de profs et des demandes de bibliothécaires qui m'ont orienté vers le fait de finalement indiquer un âge, alors qu'au tout début, les premiers romans jeunesse que j'ai publiés, je n'indiquais pas d'âge dessus, parce qu'a priori, je suis contre. Mais cela dit, c'est pas vraiment, parce que c'est dès 10-11 ans, hein, donc ça laisse la porte ouverte à tout ce qui vient après quand même. Hein. Ça va jusque 110 c'est plus et 111 simple. ans. Oui, voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ben voilà, une première belle idée de Saint-Nicolas, de cadeau de Saint-Nicolas. Alors, on en a d'autres ici. Hein, On a quelques idées, oui. on va peut-être rester, on va peut-être commencer par quelque chose qui s'adresse également
dans lequel je vais poigner, voilà, qui s'adresse également aux ados, Oui. sans vouloir mettre de catégorie, et qui cartonne apparemment. Oui, ça cartonne. Alors, j'ai envie de dire que ça cartonne malgré le nom. Et, Oui, parce que c'est les aventures de Bob Tarlouse, donc on a le tome 1 et le tome 2. et en même temps, grâce au nom, puisque évidemment, c'est l'élément de mystère qui attire. Bob Tarlouse, c'est un adolescent qui a 13-14 ans, qui adore le rose, qui est passionné par les enquêtes policières, et qui porte ce nom de Tarlouse, mais c'est juste son nom de famille, il n'est pas homosexuel en soi. D'accord. Alors en plus, il a un père qui est fan de l'OM, donc l'Olympique de Marseille, qui passe ses soirées à regarder des matchs et à boire des bières. Alors déjà, lui s'appelait Fernand Tarlouse, c'est terriblement dur à porter. Mais alors en plus, avoir un fils qui adore le rose et qui vit très bien finalement ce fait de s'appeler Tarlouse, il en joue beaucoup, ben ça le fait enrager. Et donc le premier tome joue beaucoup sur ces relations conflictuelles entre le père et le fils. C'est à la fois très bon enfant et à la fois un vrai conflit entre les deux. Et chaque histoire est une histoire policière où Bob va résoudre, dans le premier tome et le deuxième c'est dans son école, une affaire policière. Et enfin voilà. D'accord. Pardon. Donc là, c'est pour les adolescents. On a également ici, donc toujours les éditions Kerr, forcément, Pueblo. Alors, Pueblo a été écrit donc, par Evelyne Eufel, qui est une auteure qui avait publié son premier roman chez Gallimard. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait 30 ans qu'elle écrit, auteur vraiment aguerri. Et on a fait connaissance parce que son roman précédent avait failli être publié par la maison pour laquelle je travaillais à ce moment-là. Et du coup, j'avais vu que son roman avait été publié par une autre maison, j'avais été la trouver, et elle m'avait dit, si vous voulez, j'ai un autre manuscrit, vous pouvez le lire, et donc Pueblo. Alors Pueblo, c'est une aventure assez complexe qui se passe au Mexique, à cheval entre les années 70 et les années 90, et puis les années 2000. Il y a 3 époques vraiment dans le roman. Et c'est l'histoire d'une dame qui, dans les années 70, se trouve au Mexique, a une petite fille là-bas, et le soir, quand elle sort, quand elle va au théâtre, elle confie cette petite fille à une Mexicaine, mais vraiment la Mexicaine typique, toute bariolée et presque plus extravagante que ce qu'une Mexicaine est déjà naturellement. D'ailleurs, le premier soir, quand la maman de la petite fille rentre à l'appartement, il n'y a personne à l'appartement. Donc vous imaginez la panique, il est 2 h du matin, elle a confié sa fille pour la première fois à une dame et il n'y a plus personne. Et une demi-heure après, elle revient bien tranquillement avec la fille sous le bras en disant « Oui, j'avais un peu faim, alors je suis allée à l'autre bout de la ville chercher des tacos, on a écouté les mariachis, on n'a pas vu l'heure et on rentre. » Ces 2 dames vont sympathiser énormément, elles vont devenir les meilleures amies du monde et elles vont découvrir le Mexique ensemble en allant en fait sur les traces de l'enfance de cette dame qui garde la petite fille et de sa maman, parce qu'on raconte que sa maman aurait été recueillie pendant la Révolution mexicaine par Pancho Villa en personne. Et donc il y a tout un mythe autour de ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et elles découvrent le Mexique ensemble. 20 ans plus tard, la narratrice, donc la maman de la petite fille, reçoit une carte de cette ancienne babysitter, appelons-la comme ça, qui lui dit « Je me suis installée dans une ville presque mythique, parce que c'est une ville où on a tourné beaucoup de films en plein milieu du désert. Et elle dit, si tu veux venir me retrouver, voilà comment on fait. Elle lui donne les tickets de bus et tout. Enfin, vraiment, on peut la suivre. Et la narratrice se dit, ben, pourquoi pas. Et elle répond, et sa lettre lui revient au bout de quelques semaines avec une adresse inconnue. Du coup, elle se dit, si déjà l'adresse est inconnue, je ne vais jamais trouver, et elle laisse tomber l'idée. Mais ça la poursuit, et elle se remémore tout ce qu'elle a vécu dans les années 70 avec cette dame. Et elle finit par décider d'y aller plusieurs années plus tard au Mexique. Et donc elle remonte sur les traces. Et on découvre toute l'histoire du Mexique des 100 dernières années. D'accord. Et donc avec historiquement, c'est tout à fait, tout à fait exact, quoi. C'est tout à fait exact et plausible en soi. Et donc on suit toute cette épopée. Donc c'est à la fois beaucoup d'aventures. Et dernier point, c'est que cette babysitter est presque analphabète, mais elle est passionnée de littérature malgré tout. Donc elle sait lire. Et la narratrice lui a offert beaucoup de romans, dont des classiques traduits en espagnol. Et elle a lu ces classiques et s'y est attachée à tel point qu'elle considère que les personnages sont des personnages réels au même titre que vous et moi. Et toute cette dimension est très importante dans le roman, puisqu'au fil du roman, elle va parfois parler de personnages comme s'ils étaient vrais, et donc on ne sait jamais, quand elle raconte quelque chose, si c'est vrai, si c'est inventé.
Et c'est tout ce qui coûte ce roman. Ben justement, que vous parliez d'une des... un des acteurs du roman, qu'elle est passionnée par le roman. On peut peut-être également parler, on reparlera aussi d'autres livres qui sont chez vous, mais parler d'un programme que vous avez mis en place, un programme pédagogique, d'ailleurs dans lequel vous participez, Jean-Luc. Oui. Programme pédagogique donc pour donner en fait l'envie aux jeunes de lire, c'est ça, de découvrir la lecture. Il y a quelque chose que je trouve très triste, c'est qu'il y a, ne fût-ce que 10-15 ans, j'ai le sentiment qu'on lisait encore pas mal. Oui, enfin moi, bon, en tout cas quand je regarde autour de moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi j'ai l'impression quand même que les jeunes lisent encore, mais... Ils lisent encore, mais ça dépend vraiment des endroits où je vais. Quand je vais dans une école, par exemple j'ai été récemment dans une école à la Louvière, on voit plein de dynamisme, mais j'ai vraiment le sentiment quand je parle avec les élèves que le livre est un peu une abstraction. Ils ne voient pas bien l'intérêt de l'objet livre. Et puis même il y a d'autres choses qui ont peut-être pris la place. Peut-être. Il y a beaucoup de concurrence, ça c'est certain. Oui, il y a les clair, GSM qui ont de la concurrence. Et je ne crache pas sur cette concurrence-là. Je veux dire, elle est très intéressante. Mais malgré tout, le temps qu'on utilise... Ah ça, on ne le fait pas à la lecture. Et donc, selon les publics, il y a beaucoup d'endroits où on lit de moins en moins. Alors, ça peut être un choix, ça peut être effectivement la concurrence qui le fait. Mais pour moi, la lecture, c'est beaucoup plus que simplement se distraire. C'est ce qui ouvre à l'esprit critique, c'est ce qui permet de former vraiment des citoyens. Et donc, plutôt on a l'envie de lire, plutôt on a l'envie de découvrir, je trouve. Enfin, les deux vont... Oui, c'est pas la première fois qu'effectivement... Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Jean-Luc. Oui, enfin... Moi... Je repense à mon propre parcours, donc je ne suis pas un bon exemple, parce que je lisais peu quand j'étais gamin. Enfin, je lisais beaucoup de bandes dessinées, j'ai fait de la bande dessinée. J'étais plus, j'avais envie de faire la BD, c'est de la lecture. Ah oui, tout à fait. Je ne mets pas la oui. bande dessinée plus bas. J'entends souvent des gens qui disent il y a les bandes dessinées, puis il y a les livres. Non, la bande dessinée, c'est des livres aussi. Exactement. Mais voilà, moi, je lis de plus en plus. Je lis beaucoup plus maintenant que quand j'étais jeune. Mais après, moi, je n'étais pas toujours très à l'aise à l'école. J'ai pas aimé énormément mes études. Je n'ai pas été un cancre, mais je n'ai pas adoré ça. Et j'ai eu peu de profs qui m'ont donné envie de lire aussi. Ce qu'on me donnait à lire, je n'avais pas envie de le lire. Tout l'intérêt donc oui. de ce système de dossier pédagogique, où c'est en fait effectivement c'est donner un livre à lire à la classe, mais avec tout un dossier derrière qui va les aider en fait à leur donner envie et apprécier la lecture qu'ils vont faire. Absolument. En fait, l'idée, c'est de toute façon l'idée à la base de la sélection même de mes manuscrits en jeunesse, c'est que ça doit être amusant à lire. Pas nécessairement drôle, mais ça doit être chouette à lire. Vraiment, on doit s'amuser en lisant. C'est vrai que si on commence à donner aux étudiants des livres, parfois ils ont le chic dans les écoles. Je prends mon exemple qui est un peu extrême, mais c'est le cas. J'ai vécu en France et en 4e là-bas, donc en 2e humanité ici, on m'a donné à lire Madame Bovary en entier. Oui, ça a suffi à me dégoûter de Flaubert jusqu'à maintenant encore. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans ce programme pédagogique, ce qui est pour moi quelque chose de très intéressant, c'est les rencontres. C'est les rencontres avec l'auteur. Mais voilà, justement, oui. Et voilà, et moi-même, quand je fais des rencontres en école, il se passe un truc. Et ça, moi, j'ai pas eu ça, gamin. Et je pense que si j'avais eu un auteur qui était venu dans ma classe, il y aurait eu quelque chose de magique, quoi. Enfin, s'il est sympa. Mais... S'il vient déjà, en principe, c'est qu'il est sympa. Voilà. Mais... Donc, en fait, c'est un livre à lire. Et puis, justement, comme l'explique Jean-Luc, en fait, l'enseignant va choisir ce qu'il veut. Hein. Vous faites plein de propositions et il choisit ce qu'il veut. Et une des propositions, c'est notamment la visite de l'auteur. La visite de l'auteur. Donc, il y a déjà beaucoup de profs qui font venir des auteurs en classe. Mais j'entends souvent des profs qui me disent on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment contacter les auteurs, ou alors ça va prendre du temps, ça va être fastidieux. Donc là, j'organise tout pour eux. Un package. S'ils ont envie de faire venir l'auteur, à condition que les agendas s'accordent, puisqu'il y a des auteurs qui sont évidemment très très pris, à condition que ça s'accorde, je fais venir l'auteur chez eux, ils n'ont à s'occuper de rien à part de fixer la date ensemble. Ça, c'est un premier module. Le deuxième module, c'est de faire venir l'éditeur en classe. L'idée avec tout ça, c'est de faire découvrir qu'un livre, c'est beaucoup plus qu'un livre. Il y a tout un univers autour. Tout le monde qui est autour du il y a le monde du livre, et puis il y a le monde imaginaire créé par le livre. Il y a vraiment ces deux-là, et on essaie de les faire découvrir en faisant rencontrer des acteurs aux élèves. Donc l'éditeur vient, en l'occurrence c'est moi, et on fait un peu ensemble
tout ce qu'un éditeur fait avec un livre. Donc on retravaille un texte ensemble, j'amène des exemples et on regarde, c'est ce que Jean-Luc disait tout à l'heure, on regarde est-ce que tel mot serait pas mieux de le remplacer, etc. On crée une couverture ensemble. Je leur parle aussi du circuit du livre, donc le prix du livre, simplement. Ça passionne en général, ça, de savoir qui gagne combien. Donc on découvre vraiment le monde de l'édition. Et alors le troisième module, là, c'est changer les choses de place. Les élèves deviennent acteurs du livre. Oui, donc on essaie de leur faire oui. écrire. Alors quand je dis écrire un livre, il est évident que même en un an, avec toute une classe qui n'a cours de français que quelques fois par semaine, on ne va pas pouvoir écrire tout un livre. L'idée, c'est qu'ils écrivent chacun, ou par groupe de 2 ou 3, une petite nouvelle, une petite histoire, dans l'univers qu'ils ont découvert. C'est très large. Ça peut être sur la thématique qu'ils ont découverte, ça peut être avec un des personnages, ils font ce qu'ils veulent. Et à la fin de l'année, ce que je promets, c'est que s'ils sont arrivés au bout de leur travail, je publie le livre. Quand je dis publier... Un livre avec toutes les petites nouvelles, alors. Avec toutes les petites nouvelles. Donc c'est un recueil, personne n'en est exclu. Donc il n'y a pas de sélection de la meilleure nouvelle, tout le monde va dedans. Et l'idée, c'est de publier à l'échelle de l'école. Ça ne va pas en librairie, le but n'est pas de commercialiser tout ça, mais le but c'est qu'à la fin, ils soient gratifiés en ayant un livre avec chacun leur nom dedans et qu'ils puissent vraiment dire, ce livre-là, qui pourrait aller en librairie, qualitativement, c'est imprimé de la même manière que mes autres livres, et ils peuvent se dire, j'ai participé, j'ai mon livre, j'ai vraiment été acteur d'un livre, et du coup, ils ont découvert tous les aspects. Je me dis que là, au moins, on maximise les chances pour qu'ils trouvent le monde du livre attirant. Après, tout à fait, oui. C'est tout ce que les auteurs disent toujours, c'est que si on en sauve 2 ou 3 sur une classe de 20, on est très très content. Et justement, vous allez faire l'expérience ici prochainement, Jean-Luc, c'est ça? Oui, enfin, moi après, c'est lui qui gère mon agenda, je ne sais pas quand c'est. Vous ne saviez d'ailleurs pas que vous veniez ici aujourd'hui, mais c'est une école de champions, c'est ça qui... Oui, il y a parmi les écoles, donc il y a 10 écoles cette année-ci, c'est un projet pilote, donc on a limité à 10 écoles. Il y a 10 écoles qui participent partout en Belgique. Donc des élèves de quel âge? Alors, il y a un peu de tout, mais ça se focalise surtout autour de 12-14 ans. Donc, première, deuxième, troisième humanité, mais c'est ouvert aux primaires. Oui, parce qu'en général, le goût de la lecture peut s'acquérir beaucoup plus tôt. Absolument. Mais disons que c'est un peu les contraintes actuelles font que ça s'adapte bien parce que mon catalogue est très axé sur cet âge-là pour l'instant. Cela dit, j'ai des livres pour les primaires, donc c'est ouvert aux primaires. Et surtout, c'est aussi ouvert aux fins d'humanité. Donc, 5e réto. J'ai des livres et des dossiers qui s'adaptent parfaitement à ça. Donc c'est vraiment très ouvert de ce point de vue-là. Et il y a donc une école à Champion qui participe, qui soutient d'ailleurs l'initiative depuis l'année dernière, ceux qui ont presque donné l'impulsion pour créer Double Jeu. Ah ben, j'imagine que les profs de français doivent être preneurs. Hein. Et ils sont en général très enthousiastes, oui. On a encore l'occasion assez vite de faire un petit tour des autres publications. Donc ici, on a Voyage Corsaire. Alors, Le Voyage Corsaire, c'est un livre qui est sorti il y a un an, qui est le deuxième roman de Giuseppe Santoliquido. Son premier roman avait été publié au Grand Miroir, donc à la Renaissance du livre, et avait recueilli d'ailleurs 5 prix littéraires, ce qui était extraordinaire à l'époque. Et donc ce livre-ci raconte un voyage onirique, donc c'est un écrivain qui rêve qu'il écrit, et qu'il écrit un récit de voyage auquel il n'a jamais participé. Et ce récit de voyage l'amène en Afrique et l'amène en fait sur les pas notamment de Pasolini, donc le cinéaste, poète, romancier italien, et l'amène aussi sur les pas de la réflexion de Pasolini. Donc Pasolini, déjà dans les années 70, dénonçait la société de consommation et toutes ses dérives, et pensait que l'Afrique pouvait offrir une solution plutôt que le regard inverse. On se dit souvent que l'Afrique doit résoudre ses problèmes et on se dit peu qu'il y a peut-être des solutions à trouver là-bas. Et notamment, les sociétés africaines, souvent, ne font pas de séparation entre le rationnel et l'irrationnel. Donc, c'est notamment l'histoire des totems. Le fait de s'associer à la vie d'un animal, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est un peu ce dont on parlait dans Pueblo. Ils ne font pas vraiment la nuance entre ce qui est concret, réel, et le monde du rêve. Et c'est quelque chose dont on a peut-être besoin ici en Europe, nous qui justement faisons une dichotomie absolue, et du coup l'esprit créatif, toute la créativité dont on a besoin en politique, en littérature, disparaît peu à peu. Et c'est vraiment cette inversion de regard que Giuseppe a essayé d'amener dans le roman, c'est de voir l'Afrique comme une... Je ne sais pas si c'est un lapsus, c'est un lapsus en dû soi, à son nom peut-être. Mais Giuseppe, le premier livre de Giuseppe était consacré à la politique italienne et à Berlusconi. Et du coup, d'accord, voilà. On a également pour les enfants La mouche et la sorcière.
Oui, ce qui est une réédition, mais une réédition particulière, puisque l'auteur qui est Jacques Rivet, qui est un des piliers de l'école des loisirs en France, c'est vraiment une des stars de la littérature de jeunesse, il a totalement réécrit le roman. Donc c'est toujours le même titre, mais l'histoire avec une réécriture complète. Puisque c'est 20 ans plus tard, il y a des choses qu'il a mises un peu à jour. D'accord. Donc voilà, Jacques Rivet. Et alors, un livre qui n'est par définition pas sur cette table, mais qui est très important, qui sort en mars, c'est le nouveau roman de Marie-Aude Murail, qui sortira chez moi. Donc ça, c'est un certain événement, puisque Marie-Aude Murail fait partie des principaux auteurs jeunesse en France, donc en Belgique. Et donc son nouveau roman sort chez moi. Et il sera illustré par Jean-Luc. Ah ben vous voilà, voyez, tout le monde est super, c'est bien. Ben effectivement, on n'a pas l'occasion, je vais juste dire, parce que Phililine Dujeu était passée ici sur le plateau, et c'est le dernier, c'est des barreaux aux fenêtres. La régionale de l'étape. Oui. Voilà, donc la régionale de l'étape, exactement. On peut également encore dire, Jean-Luc, vous ferez une séance de dédicace au Cook and Book à Bruxelles. Pour la Saint-Nicolas, pour la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Voilà, vous vous déguisez pas en Saint-Nicolas, mais... Non. Non. Pas, voilà, le vrai Saint-Nicolas sera là. Et je ferai d'autres séances d'ici là, une à Andenne, mais je ne sais plus, la semaine avant, donc fin novembre. Et puis en France, dans des salons du livre, mais j'ai plus les dates. D'accord, il n'y a pas de souci. Ben, peut-être www.keredition.eu et tout est pour indiqué avoir effectivement sur tous les l'agenda. renseignements, que ce soit donc le dossier pédagogique ou les dates de Jean-Luc ou d'autres auteurs d'ailleurs aux éditions Caire qui feraient des séances de dédicace. Plein succès à tous les deux. Merci. Merci. Et surtout un grand merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir invités. On se retrouve demain pour parler, demain on parlera nutrition avec Geneviève Ducine et on parlera également du salon du volontariat. D'ici là, passez une excellente après-midi, une excellente fin de journée. À demain.